Très bien, bah, du coup, on va démarrer, il est presque midi, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. En attendant, moi, je vais me présenter, je vais présenter Anara, donc c'est notre premier live sur notre compte Instagram. Alors, Anara, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qu'on a lancé avec Sabrina, donc qui n'est pas aujourd'hui avec nous, donc qui est en déplacement, mais que vous verrez très vite dans un prochain webinaire. Et on a lancé Anara parce qu'on avait envie d'accompagner donc les femmes à prévenir et à préparer leur ménopause. Donc ça va être le sujet du jour, ménopause et nutrition. C'est le premier thème de notre premier webinaire, donc la nutrition et la ménopause. Et nous, c'était important donc de travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas de marque sur le marché, en tout cas, qui nous parlait à nous en tant que femme qui a un peu plus de 40 ans et qui nous ressemblait et qui parlait de la ménopause pour mieux la prévenir, parce qu'on va voir que ça va être très important, parce qu'on a interrogé beaucoup de femmes, Séverine, et on a remarqué, même en échangeant encore dernièrement avec des femmes qui ont plus de 40 ans, qu'elles ne veulent ni en entendre parler, ni la voir, qu'elles en ont peur. Donc elles évitent le sujet, sauf que je pense que ça va être difficile au moment d'y arriver, ils vont se le prendre un peu comme un boomerang. Et juste pour avoir échangé moi personnellement avec ma tante, son plus grand regret c'est de ne pas l'avoir préparé. D'accord. Et aujourd'hui elle me Alors, le dit vraiment, donc c'est vraiment son regret, c'est ça. ok. Donc du coup, voilà, ça va être le sujet du jour, donc ça va être vraiment lié à la nutrition et la ménopause, justement comment ça change, parce que notre métabolisme change à ce moment-là. Mhm. Et on va voir pourquoi c'est important en tout cas d'avoir une bonne nutrition quand on arrive à cette étape-là. D'accord. Voilà, du coup, je vais te laisser te présenter Séverine et encore merci d'avoir accepté en tout cas d'être notre première invitée pour notre premier webinaire aujourd'hui. Donc moi, je suis Séverine Di Giulio, je suis coach en nutrition et chef santé en entreprise. Il y a quelques années, en 2017, j'ai eu des petits soucis de santé et en fait, j'ai été un peu projetée avec tous ces chocs traumatiques en préménopause à 40 ans et en ménopause à 43 ans. Donc, je peux vous parler du sujet. C'était évidemment beaucoup trop tôt. Il y avait encore très peu d'informations. C'était en 2017, donc le sujet était encore assez tabou et j'ai eu vraiment des souffrances physiques et psychologiques assez importantes. Donc mon souhait, comme j'étais un petit peu désarmée face à ça et que personne ne pouvait vraiment m'aider, j'ai eu envie, moi, de me spécialiser dans l'alimentation hormonale, justement pour partager mon expertise et mon expérience personnelle avec d'autres femmes qui sont en préménopause et en ménopause pour qu'elles comprennent justement tous les changements et les manifestations du corps, pour qu'elles puissent assumer ces bouleversements hormonaux, assumer aussi le regard des autres, parce que c'est pas toujours évident. Vous me catalogue tout de suite comme des petites grand-mères incapables de faire quoi que ce soit, alors que quand on a 40 ans, 45, 50, 55, enfin on est encore capable de faire tellement de choses et on a tellement envie, donc il faut assumer ce regard des autres. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'aider les femmes à trouver des solutions pour un mieux-être physique et émotionnel. Alors moi, c'est plutôt via la nutrition et un petit peu aussi l'activité physique que je mets vraiment au cœur de mes accompagnements. Donc je sais pas après si on déroule comme ça ou tu veux comment tu veux. D'accord, bah non, oui, c'est ça. Bah, on va dérouler. Donc, déjà, merci pour l'introduction. Je pense que c'est assez clair et tout ton cheminement et la manière dont tu es arrivé jusqu'à devenir coach en nutrition. Donc, je pense que ce qui va être important au départ, ça va être peut-être de préciser justement qu'est-ce que la ménopause, pour Ouais, que les gens alors comprennent en tout cas. ouais, l'idée, on avait échangé, hein, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est la ménopause, de voir quels sont les changements, et puis ensuite de vous proposer des solutions, en tout cas d'échanger aujourd'hui sur des solutions qui peuvent vous permettre de mieux la vivre. Donc si on démarre, alors, en général, on sait ce que c'est, hein, la ménopause, c'est la période de vie d'une femme qui intervient entre 40 et 55 ans. Alors moi, je mets
plutôt 40, parce qu'on souvent on dit 45-50, mais on oublie souvent les femmes qui sont plutôt jeunes, à qui ça arrive. Et oui, ça arrive, donc plutôt entre 40 et 55 ans. Et c'est une étape naturelle de notre vieillissement biologique, en fait. C'est tout simplement l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Alors quand on sécrète encore des hormones comme l'œstrogène, les oestrogènes et les progestérones, mais que ça diminue, on est en préménopause. Et quand ça s'arrête complètement, c'est qu'on est en ménopause. Souvent, on dit qu'au bout d'un an d'arrêt de règles, là, on est en ménopause. Et souvent, en fait, ce changement, il est vécu comme un vrai bouleversement pour la majorité des femmes. Alors, certaines femmes, alors ça passe comme une lettre à la poste et tant mieux. J'ai envie de dire, Pour elle, ouais. ouais, tant mieux, c'est vraiment une chance, c'est super. En revanche, pour la majorité, c'est vraiment accompagné d'inconfort ou de manifestations désagréables. Alors, on parle quelquefois, moi j'utilise pas souvent, ça peut m'échapper, mais le terme symptôme, c'est plutôt relié aux maladies. Et en fait, là, la ménopause, c'est pas une maladie, c'est vraiment un état dans la vie d'une femme, c'est un changement. Donc, souvent, je parle d'inconfort ou de manifestations désagréables qui peuvent impacter à la fois leur bien-être physique, leur bien-être psychologique, ça peut être émotionnel aussi, ça peut être professionnel, parce qu'il y a vraiment des changements, des incidences sur le travail et sur la vie sociale. Donc par rapport à tout ça, l'idée c'est d'identifier déjà ces inconforts et puis ensuite d'agir sur ces inconforts. Alors je pense que le plus connu dans tous ces inconforts, c'est évidemment les bouffées de Les bouffées de chaleur. chaleur, les Voilà, donc fameuses. moi mes filles quelquefois commencent à me voir faire ça, bon bah c'est bon, laisse tomber maman, là c'est bouffée de chaleur. Donc ça c'est la plus connue. Souvent elles arrivent quand même la nuit. Certaines femmes sont vraiment Ouais. trempées, obligées de changer leur pyjama, changer leur drap parce que c'est vraiment vraiment intense. Mm. Il peut y avoir bien sûr des insomnies. Alors souvent, on se réveille, alors des problèmes d'endormissement, mais souvent c'est plutôt de l'insomnie pendant 2 ou 3 heures. On a les yeux absolument ouverts. Ça, ce sont les hormones qui nous jouent des tours. Des problèmes de transit, ça peut être des troubles digestifs, des ballonnements, un côlon irritable. Le gros souci aussi, c'est la prise de poids. On entend beaucoup de femmes qui ont un problème avec la prise de poids. Alors ça se situe souvent au niveau de la ceinture abdominale. Il se passe quelque chose ici, donc forcément, plutôt à 25 ans, on avait tendance à prendre au niveau des fesses. Là maintenant, à 45, on a tendance plutôt à prendre au niveau du ventre, mais c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a 45 ans ou 50 ans et qu'on est ménopausé qu'on est obligé d'avoir un gros ventre. Il y a des solutions pour ça et on peut faire des choses pour pallier à ça. Dans les autres manifestations, on peut avoir aussi des inconforts au niveau des sauts d'humeur, de l'irritabilité. Tout va bien et dans les 2 secondes qui suivent, hop, tout part en vrille. Et là, encore une fois, ce sont ces bouleversements hormonaux qui agissent sur nous. Et on n'a pas vraiment la main pour le faire, mais on peut avoir des solutions, des aides, et on va en parler juste après. Après, ça peut être du stress, de la migraine, des sécheresses vaginales ou des douleurs pelviennes. Je pense qu'il y en a tellement aussi qui varient en fonction des femmes. Bon, je pense même il y en a certaines peut-être que je n'ai pas citées. Mais voilà, en gros, toutes les choses super sympas que l'on peut vivre, ressentir en préménopause ou en ménopause. Mm. Et également l'augmentation des risques de maladies cardiaques et cardiovasculaires, d'où l'intérêt de mettre en place des choses en termes d'activité physique et nutrition pour mettre toutes les chances de son côté pour pas augmenter ces risques-là. Et aussi la fragilité des os avec ce qu'on appelle l'ostéoporose, qui vraiment prend une place très importante au fil du vieillissement de la femme. Donc, les solutions, on va entrer dans le Après, cœur. ouais, on va rentrer dans les solutions, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'inconfort et puis les symptômes, si je ne me trompe pas, la liste c'est 37 symptômes, donc c'est énorme, c'est une Ouais. longue liste. Mm. Donc tu viens de citer les plus connus, Oui, celles qu'on connaît le plus et sur lesquelles bah,
on est le plus apte donc à avoir pendant cette période-là. Mm. Et effectivement, comme tu dis, personne, aucune femme ne la vit de la même manière. Non. Donc certaines, ça va être, n'auront rien du tout, et tant mieux pour elles. Oui. D'autres, ça peut être des bouffées de chaleur, mais même les bouffées de chaleur ne sont même pas pareilles. Il y en a certaines, certainement, elles vont le sentir et puis ça va partir. D'autres, ça va être C'est ça. très, très inconfortable. Donc, Ça peut être accompagné de sueur nocturne ou même d'angoisse. Quelquefois, on peut se réveiller trempé ouais, et avoir le cœur qui bat très fort au niveau de la gorge. On ouais, ne sait pas pourquoi, mais souvent, alors c'est la chaleur du corps qui augmente et puis après, ça nous fait augmenter aussi le rythme cardiaque. Donc tout ça, c'est assez, enfin très très inconfortable pour certaines femmes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir pallier à ça, réduire ces inconforts, voire les supprimer complètement. Mm. il y a deux choses qui, justement, moi je dirais même trois qui font assez peur donc, aux femmes. Donc, c'est comme tu disais, donc, les bouffées de chaleur, donc on va voir comment y pallier. La prise de poids aussi, au niveau voilà, du ventre aussi, qui fait peur aux femmes. Puis je dirais aussi les sautes d'humeur. Ça, je pense qu'il faut aussi beaucoup échanger au sein de son couple ou avec ses enfants, parce que pour qu'ils comprennent que parfois ça va et que d'un coup, hop, on part, on crie, on est Exactement. stressé. Donc c'est aussi beaucoup de conversations, je pense, aussi avec Oui. son entourage. Alors certaines femmes vont jusqu'à pleurer, même quelquefois vraiment Oui, être à bout et pas savoir pourquoi tout va bien et d'un seul coup juste en parlant, on se mettra à pleurer. Et c'est juste en fait ces hormones, nos hormones qui sont en dysfonctionnement, qui se dérèglent et du coup qui font dérégler les émotions, les réactions du corps. Et donc effectivement, c'est super important de parler en couple, de parler en famille, pour pas que ce soit trop violent, pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné, c'est pas une volonté de la part de sa femme ou de sa maman de réagir comme ça et que elle n'a pas forcément la main sur son corps et sur ses émotions. Donc effectivement, c'est hyper important de parler en couple pour pas qu'il y ait ensuite d'incompréhension et puis de disputes ou oui, bah oui. Bah oui, parce que ça va jusqu'à parfois, on a entendu avec Sabrina, il y a eu des divorces à cause de ça. Donc, parce que, Oui, mais comme ce que tu dis aussi, c'est important, c'est que il faut l'identifier, parce que parfois, je pense qu'on se met dans cet état-là sans même savoir que c'est lié à la ménopause. oui. Et c'est encore plus difficile de se dire Alors qu'est-ce qui se quelques passe dans mon corps oui, mais et quelquefois il y a pas mal de femmes qui sont dans le déni. Faut oui, savoir c'est qu'à ça. partir du moment où on passe la barre des 40 ans, c'est pas juste quand on souffle, c'est limite quand on souffle la bougie des 40 qu'il y a des choses qui changent. Donc en fait, c'est comme ça. Moi, j'ai une amie une fois, 48 ans, qui était comme ça, qui me dit, oh là là, j'arrive pas à dormir la nuit, je pleure, je sais même pas pourquoi. Je dis, je sais pas, peut-être tu te rapproches de la ménopause. Elle dit, ah bon, tu crois? Bah, je Ah suis oui, 48 ans, tu vois tout ce que tu 48 dis. ans, oui. Je pense, et en fait, certaines femmes, alors, n'y vont pas du tout, ne veulent pas, donc vraiment déni. Et puis Oui, certaines, elles l'ont tellement mis de côté c'est ça. que là, elles se posent même pas la question en fait. Alors que à partir de 40 ans, véritablement, il se passe des choses, il y a des incidences sur notre corps, nos émotions, et à chaque fois, enfin, ce sont vraiment les hormones qui agissent sur nous. À Hmm. partir de 40 ans, c'est sûr. D'accord. Bah, c'est ce que je te disais au début, c'est vrai que après avoir échangé avec des femmes, elles ne veulent pas la voir, elles le mettent vraiment de côté. Mm. Et Ou voilà, alors elles se l'exemple que disent, tu c'est viens de montrer, 50 c'est ans. que... Donc, je suis large, 50 ans. Mais en fait, les petits changements, ils sont quelquefois insidieux au départ, on s'en rend pas trop compte. Et c'est pour ça qu'on se dit, bon, non, c'est pas la ménopause, j'ai 42, j'ai 45 ans. Non, non, j'y suis pas encore. Mais c'est l'après. C'est déjà la préménopause. Et la préménopause, c'est bien ça, c'est préparer à la ménopause. Donc, c'est des petits bouts d'inconfort qu'on peut avoir, mais qui nous préparent aux gros inconforts potentiels qu'on peut avoir. Donc, si on peut déjà, avec cette préménopause, préparer la ménopause et les gros inconforts, c'est plutôt pas mal. Hmm. Déjà dans Oui, notre tête, parce qu'on le vivra mieux.
Ça Oui. sera moins violent parce que ça peut vraiment être super violent d'être en préménopause et surtout en ménopause et de se dire bah ça y est, moi je peux plus avoir d'enfants déjà, ça aussi, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Donc se dire qu'on peut plus avoir d'enfants, il faut le digérer, il faut l'accepter. Se dire que notre corps va changer, on n'a plus le même corps à 25 ans et à 45 ans, on n'a pas le même corps. Donc il faut faire évoluer aussi nos habitudes de vie avec notre corps et avec notre esprit, Oui. avec nos émotions. Tout doit changer et ça doit se faire sans douleur. Et pour que ça se fasse sans douleur, il faut que ce soit préparé. D'accord. Bah, justement, on va passer à la partie préparation. Donc, comment on prépare justement est-ce qu'on prépare vraiment à partir de 40 ans? On prépare un petit peu avant déjà? Et Alors, je pense que déjà, en règle générale, si on pouvait toujours avoir une super alimentation. avoir une super alimentation, mais déjà faire attention à soi. Je pense Oui. que la première étape, la plus grosse solution, c'est de reprendre la main sur soi. Reprendre la main sur, ou prendre la main, si on n'a jamais vraiment fait attention à soi. Soit Mhm. prendre la main, soit reprendre la main sur son corps et sur sa conscience. En fait, c'est vraiment amorcer des changements, c'est modifier ses habitudes de vie, notamment ses habitudes alimentaires. Ce qu'on disait tout à l'heure, le corps, il a évolué. Il est plus le même à 25 qu'à 45 ans. Donc, c'est normal que des choses changent et qu'on fasse évoluer des choses dans notre vie. On peut pas avoir la même vie à 25 ans puisqu'on n'a pas le même corps, les mêmes idées, les mêmes émotions, le même. C'est pas la même chose. Donc, l'idée, c'est vraiment, on reprend la main sur son corps, on reprend la main sur ses habitudes et on fait venir son corps et son esprit à maturité avec tous ces bouleversements. Donc ça passe la plupart du temps par ce qu'on appelle les 4 piliers du bien-être. Alors évidemment l'alimentation, l'activité physique qui est absolument incontournable 2 à 3 fois par semaine, qui de fait va favoriser un bon sommeil, un meilleur sommeil. Et si il est possible aussi de mettre en place, enfin, de se relaxer souvent, de faire du renforcement musculaire profond avec tout ce qui est yoga, pilates et un petit peu de méditation pour pouvoir se déstresser, apprendre à respirer et à reprendre la main sur ses émotions et sur les bouleversements corporels. Ça, c'est les 4 choses vraiment importantes. Donc moi, je suis pas spécialiste de tout ça, mais l'idée, c'est de faire un focus nutrition et de voir quel est le rôle de la nutrition, notamment après 40 ans, comment on peut bien manger pour avoir une ménopause. Alors digérer, ça va avec, on digère sa C'est ça. ménopause, c'est ça. Et puis pour la vivre d'une manière la plus assumée et la plus sereine possible. Donc je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur la première partie ou... Non, c'est bon. On peut avancer justement sur tes conseils, justement sur cette partie-là, donc la nutrition, parce qu'on sait Ouais, qu'effectivement, ça fait, c'est un des éléments aussi les plus importants. On verra qu'il y en a d'autres, oui, mais pour la préparer au mieux, donc l'alimentation va jouer un rôle très important. oui. Alors en termes d'alimentation, de nutrition, ce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est peut-être 10 petites clés pour avoir une ménopause plus sereine et pallier à certains inconforts dus à cette ménopause. Donc le premier point, c'est déjà l'hydratation. C'est de boire le maximum d'eau dans la journée. Votre corps, il est fait d'eau et au fil de la journée, déjà, ce volume d'eau s'échappe, se dissipe. Donc vous avez vraiment besoin de régénérer votre corps pour notamment aussi vos ligaments, vos tendons, vos muscles, vos os. Enfin, tout est lié en fait pour que tout soit optimum. Vous avez besoin de vous hydrater et de boire le maximum d'eau. Ça peut être une gourde le matin, une gourde l'après-midi. Vous trouvez une petite gourde un peu sympa, maintenant il y en a plein. Et vous l'avez tout le temps avec vous, vous l'emmenez tout le temps avec vous. Si l'eau juste claire comme ça, c'est un petit peu dur, vous pouvez l'aromatiser avec des zestes de citron, avec du jus de citron, avec des branches de romarin, des feuilles de basilic, des feuilles de menthe, le truc qui vous rend l'eau un petit peu plus sympa. Mais c'est
hors café, hors thé, hors tisane, hors infusion. C'est vraiment de l'eau pure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de limiter les excitants. On le sait, Mhm. mais c'est bien de le redire et c'est vraiment une incidence sur votre corps, sur votre peau, sur vos cheveux. Ça a vraiment une incidence globale sur sur toute votre enveloppe corporelle. Donc les excitants, on les connaît, je les rappelle. Alors l'alcool, vraiment, vous créez votre petite discipline. L'idée, c'est pas de s'empêcher une vie sociale. Si l'alcool fait partie de votre vie, Oui, de la vie sociale. Ouais. mais vous créez votre petite discipline. Peut-être vous dites, bon bah voilà, je bois pas du lundi au jeudi. Je sais que vendredi j'ai un dîner, donc peut-être que je ne bois pas non plus du lundi au jeudi et que vendredi je vais aller à mon dîner et que je vais pouvoir boire un verre. Mais vous limitez au maximum la quantité d'alcool. Vous limitez aussi la quantité de café, qui est un excitant. Si vous en prenez idéalement, vous en prenez un le matin, peut-être un l'après-midi, mais vous limitez à ça et surtout vous évitez d'en prendre après 16 heures. Bien évidemment, vous le prenez sans sucre. Le thé, c'est aussi un excitant, mais un peu moins que le café. Donc vraiment limiter le café, limiter le sel. On parle rarement du sel, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment limiter parce que ça peut vous apporter une prise de poids. Donc en période de préménopause et de ménopause, on essaye justement d'agir et de limiter cette prise de poids. Donc le sel, lui, peut augmenter cette prise de poids et peut augmenter aussi la rétention d'eau, l'hypertension artérielle et fragiliser là aussi vos os et favoriser l'ostéoporose. D'accord. Donc, Donc, on va arrêter de rajouter du sel dans la soupe. alors déjà, Brigitte, elle comprendra. on goûte, oui, déjà on goûte avant. Je ne sais pas pour qui c'est le message, mais on goûte avant d'ajouter du sel. Dans les excitants, on a également le sucre, bien évidemment, qu'il faut. Alors, l'idée, c'est pas de supprimer le sucre parce que l'alimentation saine, c'est une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui ne supprime rien, qui équilibre les choses, qui réajuste les choses. Mais l'idée n'est pas de supprimer définitivement un aliment. Donc, le sucre, il en faut, mais Il faut choisir le bon sucre. déjà, c'est avec parcimonie et en plus, il faut choisir exactement le bon sucre. Donc, le sucre blanc raffiné, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le plus industriel, c'est le plus travaillé, c'est celui qui va être le moins bon pour nous. Donc, l'idée, c'est plutôt de le remplacer par du sucre complet, du sucre de coco ou des sucres végétaux qui vont être alors parfois plutôt liquides comme le miel, le sirop d'agave ou le sirop d'érable. Si vous pouvez, ça va être ce qu'on appelle des bons sucres. Mhm. Donc, diminuer le mauvais sucre, favoriser les bons sucres et le sucre aussi que vous pouvez trouver dans les fruits. Le fructose, ça va être du bon sucre. Toujours pas en excès, bien évidemment, mais ça fait partie des bons sucres. Au niveau des excitants, donc j'ai fait à peu près le tour. On diminue tabac, alcool, sel et sucre. On choisit les bons sucres. La troisième clé, je sais pas, on est bien en termes de timing, ça va? Oui, oui, ça va. La troisième clé, c'est le petit déjeuner et ou le jeûne intermittent. Donc, il y a la team jeûne intermittent, les personnes qui aiment et qui arrivent à ne pas petit déjeuner le matin. Ça peut être juste prendre un café ou un thé, sans sucre évidemment. L'idéal, c'est sans lait non plus. Et ce qui vous permet d'avoir une petite détox et un reset de votre organisme qui parfois est plutôt bénéfique pour votre organisme. Soit vous êtes plutôt team petit déjeuner parce que c'est absolument impensable de ne pas Oui, manger. c'est ça. Donc la team petit déjeuner, l'idéal, on le dit souvent, le petit déjeuner, ça serait de manger plutôt salé. C'est de limiter le sucre, tout simplement parce que si vous commencez à manger plutôt sucré, vous créez des pics en fait de glycémie et ensuite une addiction. Votre corps est tout de suite addict au sucre et va vouloir y revenir
assez rapidement dans la journée et va vous solliciter pour en manger plusieurs fois et rapidement dans la journée. Donc l'idée, évidemment, c'est d'avoir, alors vous pouvez varier les plaisirs, hein. Ça peut être de commencer par, alors votre petit détox, ça peut être une eau tiède ou une eau froide avec un jus de citron. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça donne le petit effet détox. Ensuite, ça peut être du pain. Alors, évitez le pain blanc qui est riche en gluten et qui va favoriser les gonflements et les ballonnements au niveau du ventre. Vous pouvez privilégier des pains, pain de seigle, pain complet, pain aux graines, pain au maïs, que vous pouvez accompagner de fromage. Alors, ça peut être du fromage plutôt à pâte dure, ça peut être, vous avez des tranches de lard d'Hammer, c'est hyper pratique. Alors là, c'est plutôt que vous achetez en grande surface, mais ça peut être hyper pratique et rapide le matin. Ça peut être du fromage frais, plutôt des fromages à pâte dure qui vont être plus digestes et moins caloriques. Vous pouvez évidemment accompagner avec des œufs, avec des avocats, avec du bon gras, avec du saumon. Alors moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à démarrer par du saumon le matin, mais certaines personnes, ça sera toujours mieux que de la charcuterie. Plutôt privilégier un saumon qui va être un poisson gras plutôt qu'une charcuterie qui va être plutôt mise dans les mauvaises graisses. Après, vous pouvez accompagner, on me pose souvent la question des fruits le matin. Donc évidemment, il y a du sucre dans les fruits. Évidemment, si on le presse, le sucre se développe encore davantage. À choisir, il vaut mieux manger un fruit en morceaux ou un fruit entier plutôt que de le presser. Maintenant, si vous tenez à cette petite orange pressée du matin, c'est toujours mieux de prendre une orange pressée que de prendre des céréales industrielles qui sortent d'un paquet. Donc, à partir du moment où ça reste naturel, c'est déjà mieux qu'un produit industriel. Maintenant, si le fruit peut être entier, c'est mieux. Je sais pas Oui, si... ce que j'allais dire, je pense que c'est quand même mieux de prendre une orange, une vraie orange et de la presser nous-mêmes. Ça Oui. reste déjà beaucoup mieux parce que les jus d'orange industriels, il y a énormément de sucre. Mm. Ouais, moi, je me souviens quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, non, de ma première fille, je sais pas, je buvais jamais de jus d'orange industriel. Là, j'en ai bu. Mm. Bon, j'avais perdu beaucoup de kilos parce que j'avais eu beaucoup de. J'étais pas bien, je mangeais pas beaucoup le matin, les nausées, voilà, du matin, Ok. etc. Mais du coup, j'ai repris 4 kilos avec ce jus d'orange. Alors, Et je dis plus jamais. Alors que le goût, en vrai, il n'est pas tellement bon, mais non, mais j'ai dû. et en fait, on maîtrise, en plus, on maîtrise pas la composition. Donc, C'est au ça. moins, on achète une orange, on la presse, On sait ce qu'il y a on dedans, quoi. sait, voilà, c'est hyper naturel. Alors que vous avez, dans les jus de fruits industriels, vous avez du sucre, des conservateurs. Souvent, vous regardez, il y a des noms un petit peu bizarres qui sont derrière qu'on n'arrive même pas à prononcer. Oui, Bon, bah là, si on sait qu'il y a plein de X, plein de Z et plein d'Y dans la composition, c'est pas la peine. on oublie. Non. Donc, l'idéal, c'est de pas manger trop de sucre le matin, mais si on mange un fruit pressé, si on boit un fruit pressé, ça sera toujours mieux qu'un produit industriel. En termes de petit déjeuner, vous pouvez, si vous avez envie, si vous aimez en revanche les céréales, optez plutôt pour les flocons d'avoine et pour des porridge. Vous pouvez facilement faire hyper rapidement un porridge avec des flocons d'avoine. Vous mettez du lait végétal dedans. Vous mettez, si vous avez un micro-ondes, vous mettez au micro-ondes un peu moins de 2 minutes et vous ajoutez des fruits frais par-dessus. Et là, c'est hyper rapide et c'est hyper bon pour vous. Si c'est plutôt en mode granola, faites votre granola vous-même. C'est hyper Mm. simple. C'est rapide en plus. C'est rapide. Alors, vous pouvez le faire le dimanche pendant que vous faites, je sais pas, un jeu de société ou même une sieste. Vous préparez enfin, vous lancez votre granola et il est prêt au moins pour 2, 3 jours dans la semaine. Et vous ajoutez du lait, alors soit du lait de vache, soit du lait végétal. Après, pour favoriser, pour diminuer notamment les douleurs au niveau du ventre, favoriser le lait végétal. Tout ce qui va être à base de graisse animale
va favoriser les ballonnements, pas chez tout Mhm. le monde, mais ça peut, chez certaines personnes, donner mal au ventre, donner des ballonnements et créer des problèmes de transit. D'accord. La quatrième clé, ça serait de prendre une collation l'après-midi. Alors, c'est une collation, j'ai vu avec une cliente l'autre jour qui m'a dit un goûter. C'est ah non, 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 c'est pas un goûter, c'est pas un Paris-Brest, c'est pas un pain au chocolat, c'est une collation. Donc, la collation, il y a quand même une notion de plaisir, mais il y a surtout une notion de déjà faire une pause, prendre du temps pour soi, même 5-10 minutes, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, c'est hyper important de faire une pause. On va mettre notre esprit en pause et on va aussi mettre notre corps en pause. Et là, on va pouvoir recharger les batteries. Et là, on prend idéalement, même si on n'a pas très faim, l'idée de la collation, c'est d'alimenter cette pause, de reprendre de l'énergie pour la suite de la journée, de se rebooster, Mhm. et de ne pas se jeter sur le repas ou sur quelque chose en arrivant à la maison vers 18, 19 ou 20 heures. Les collations, ça peut être des amandes, des oléagineux, donc amandes, noix, noisettes, noix de cajou, mais non grillées et non salées, et pas mises dans du chocolat non plus. Vraiment pour prendre le plus possible l'énergie des oléagineux et le bon gras des oléagineux qui vont donner un petit coup de boost. Ça peut être un fruit l'après-midi aussi. Alors, soit en morceaux, soit pour que ce soit que c'est une forme un petit peu plus sympa. Si vous êtes le mercredi après-midi avec les enfants, ça peut être sous forme de smoothie. Ça peut être 2 carrés de chocolat noir. Je pense qu'il y a plein de personnes là qui attendaient que je parle du chocolat. Oui, le Euh, chocolat noir, ouais. voilà. Alors, l'idéal, c'est qu'il soit pas au lait, c'est qu'il soit pas blanc. L'idéal, c'est qu'il soit noir, qu'il soit bien riche en magnésium. Donc, plutôt 80, minimum 80%. Mais si c'est le 78 de l'INT, c'est pas grave. Ou 70 à la rigueur, c'est pas grave non plus. C'est celui que j'ai, je crois. Voilà. Donc, plutôt chocolat noir. Ça peut être une compote. Mais tout ça, même si, ou pour celles qui n'ont pas faim, prenez juste 3-4 amandes. Ça vous permet juste de faire votre petit coup de boost physique. Et quand vous allez rentrer à la maison en fin d'après-midi, vous verrez déjà, vous serez moins tenté de vous jeter Sur le pain. sur du pain avec du beurre, de goûter en préparant votre repas. Ouais. Souvent, ah bah on goûte un petit peu. Et puis après, il y a le repas des enfants. Et puis il y a les enfants qui n'ont pas terminé. Bah attends, je vais finir ton plat. Et puis après, on mange. Donc en gros, on mange en rentrant parce qu'on a un peu faim. On mange en goûtant. Et on finit l'assiette des enfants. Et puis après, on va manger, nous, on passe à table. Donc ça fait 3 mini-repas plus un repas complet, ce qui explique la plupart du temps la prise de poids. Donc la petite collation, juste ayez avec vous un petit paquet d'amandes, ça prend pas de place. Ou si vous n'aimez pas les amandes, trouvez le petit truc qui vous fait plaisir, qui vous donne envie. Et vous verrez, ça va vous caler un petit peu. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir gérer le retour à la maison et éviter les grignotages qui, là, Mhm. vont favoriser la prise de poids. D'accord. Au niveau, alors je vous avais dit, là on avait dit la collation. La cinquième clé, ça serait l'assiette idéale. L'assiette idéale, ça serait au déjeuner et au dîner, une assiette que vous auriez tout le temps en tête, un petit peu en mode graphique, avec la moitié de cette assiette remplie de légumes. Donc ça serait euh, peu importe les légumes, peu importe la préparation des légumes, il vous faut la moitié de cette assiette en légumes ou en salade verte. Après, la salade verte, c'est pas toujours, ça peut être, vous variez les sortes de salades, vous variez les vinaigrettes, vous ajoutez des graines, des oléagineux pour pimper un petit peu votre salade verte qui est pas très funky forcément au départ. Vous gardez ça en tête, la moitié, et vous commencez par les légumes ou par la salade verte. En fait, vous commencez par les fibres. Donc, commencer par les fibres, ça veut dire faire du bien déjà à votre corps, ça veut dire favoriser un bon transit,
Ça veut dire faire un petit tapis au niveau de votre estomac de fibres pour arriver aussi à satiété plus rapidement et ne pas être tenté de vous resservir ou une deuxième ou même une troisième fois. Là, Mhm. vous arrivez à satiété plus rapidement grâce aux légumes. Et ensuite, une fois que vous avez respecté cette règle de la moitié de l'assiette, alors l'idéal, c'est d'avoir un quart avec des protéines, animales ou végétales, et un quart avec des féculents ou des céréales ou un mix des deux. Ça, c'est dans un monde idéal quand vous pouvez tout préparer. On sait que c'est pas toujours évident, même quand vous allez en plus au travail le midi, si vous emmenez votre repas avec vous, c'est pas toujours simple. Après, vous pouvez le préparer et faire du batch cooking le week-end, vous organiser un petit peu pour avoir votre répartition idéale dans l'assiette. Euh, En termes de féculents, vous avez l'idéal, ça serait de prendre plutôt des féculents complets ou semi-complets. Là encore, pour diminuer les soucis, alors on est toujours dans la prise de poids et dans le ballonnement parce que tout se passe quand même beaucoup au niveau de la ceinture abdominale. Donc les féculents, idéalement, riz, pâtes, semoule, vous les prenez plutôt complets ou semi-complets. Mhm. Les céréales, je ne sais pas si... Alors, quelquefois, on ne mange pas beaucoup de céréales. Alors, il peut y avoir du blé, mais le blé va pouvoir favoriser là aussi le gonflement du ventre, mais on est plutôt souvent sur du sarrasin, sur du petit épeautre, des choses un petit peu moins connues, mais qui va ou du alors plus connu quinoa et boulgour, mais qui valent vraiment le coup, qui sont bons pour votre organisme et qui valent vraiment le coup quand ils sont un petit peu cuisinés, d'être intégrés dans votre alimentation. Donc ça, c'est pour les féculents. Et si on parle vraiment des protéines, donc à la fois protéines animales et protéines végétales, donc vous avez en protéines animales la viande, le poisson et les œufs. Et en protéines végétales, c'est ce qu'on appelle plutôt les légumineuses, les lentilles, les pois, pois cassés, pois chiches et les haricots secs. Donc après, l'idée, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les idées de recettes. Oui. Mais là, je pense que maintenant, il y a suffisamment d'Instagram, de comptes Instagram spécialisés ou même Pinterest aussi. Pinterest, exactement. Vous pouvez vraiment trouver un maximum de recettes qui Mhm. favorisent cette bonne répartition. Après, je sais pas, est-ce que tu veux que je parle un petit peu plus des protéines en détail? Bah, au niveau des protéines, Sur quel type tu de viande? conseillerais plutôt, j'imagine, viande blanche, hein. Ouais, alors en fait, l'idée, c'est pas du tout Et de est-ce que devenir. c'est le soir, est-ce que c'est bon ou pas ou, parce que le plat du soir, en général, comme on va dormir après pour la digestion, il vaut mieux éviter les protéines. Alors, si on peut manger plus léger le soir, alors déjà en C'est termes mieux. de digestion, on se sentira mieux. Quand on mange plus léger, on se sent mieux. Quand on mange moins gras, dans la viande, il y a des graisses animales. Donc, moins on mange gras, moins on a des problèmes de sommeil, parce que souvent, ce sont les excès de gras qui posent des problèmes de sommeil, des problèmes de gestion, des problèmes de transit. Donc, idéalement, on mange plutôt léger. Maintenant, si on n'en a pas mangé le midi et qu'on en mange le soir, c'est pas grave non plus. L'idée, Mhm. c'est toujours d'être dans un juste équilibre. C'est de respecter la règle du un petit peu, mais pas trop. Ça marche pour tout. Et donc là, l'idée, en termes de viande, c'est plutôt de limiter les viandes telles que le bœuf, le porc ou l'agneau, ou même le veau, et de favoriser les volailles, viande blanche, dinde ou poulet. Alors là, il y a énormément de recettes possibles aussi, mais c'est vrai qu'il faut plutôt favoriser ces viandes-là, même si vous pouvez tout à fait trouver un équilibre, manger de temps en temps du bœuf, le moins, enfin, moi je dirais, si vous pouvez, une à deux fois, je vais dire, peut-être qu'il y a des personnes qui vont hurler, je sais pas. Alors, on va dire une fois par semaine, mais si ça peut être une fois toutes les deux semaines, deux fois par mois, maximum trois fois par mois, Mhm. ça peut être l'idéal. Voilà. L'idée, c'est de pas supprimer, mais de diminuer les mauvaises graisses animales. Voilà. En Mhm. termes de poisson,
Les poissons, fruits de mer, là, vous pouvez y On peut aller. y aller là. Hmm. C'est super bon, en plus, c'est bourré d'iode, donc c'est hyper bon en termes de préménopause ou de ménopause. Ça a des bienfaits incroyables en termes d'oméga, même pour notre système nerveux, pour nos os, pour lutter contre Alors, l'ostéoporose. ouais, justement, si on n'en consomme pas assez, est-ce que tu conseilles de prendre justement des compléments qui vont venir aider parce qu'on sait que les oméga 3 bah, sont très importants, Oui, justement. alors si on est en carence effectivement d'oméga 3 et que on mange pas naturellement et facilement des Du aliments poisson. comme les poissons gras, oui, il y a des solutions type complément Hmm. alimentaire dont tu pourrais évidemment beaucoup plus parler, mais effectivement, c'est très important d'avoir son pas son taux, mais sa réserve D'oméga. a trois, enfin 3, 6, 9, il y en a plusieurs, mais c'est Oui. vraiment important d'avoir une bonne réserve et ça passe par les compléments alimentaires, justement. Hmm. Oui, c'est pour ça qu'on en propose aussi dans la gamme, parce qu'on sait que c'est très important justement d'avoir la bonne dose. Et comme on mange pas forcément souvent du poisson, ou en tout cas c'est mon cas, j'en mange pas suffisamment, je peux avoir des carences, et je complémente justement avec des oméga 3. Oui. Alors après, on peut tout à fait aussi déjà manger naturellement du poisson et des fruits de mer et Hmm. prendre des compléments Oui. alimentaires. Euh, Donc, en termes de protéines animales, viande, poisson, œufs également, les œufs qui sont super importants et qui... Alors, après, on a entendu tellement de choses sur les œufs aussi, que ça pouvait donner du cholestérol, que c'était pas forcément très bon d'en manger beaucoup. En fait, là, maintenant, a priori, on revient un petit peu sur ce qui a été dit. Mhm. Toujours même chose, trouver l'équilibre dans la consommation. Si vous mangez régulièrement des œufs, mais que vous n'en mangez pas 6 par jour, là, il n'y a pas d'incidence sur le cholestérol ou d'incidence mauvaise sur votre organisme. D'accord. Euh, En termes de protéines, je pense qu'on a fait à peu près Ouais. le tour. Alors, Oh, il y a des questions donc, dans le chat. On dit, ouais. il existe dans quel aliment autre que le poisson? C'est pour les oméga. Alors, les omégas, vous les avez dans les huiles aussi, si vous voulez éviter, parce que je connais cette personne et cette personne ne mange pas de poisson. Alors là, les omégas, on peut les trouver dans les huiles notamment. Oui. Vous pouvez varier les huiles. Alors après, je les connais pas toutes par cœur et quel est le taux dans chaque huile. Mais vous avez une huile qui regroupe plusieurs oméga, justement. Mhm. Il n'y a pas une isio quelque chose. Vous avez de toute façon l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile d'avocat. Et là, vous pouvez trouver aussi les oméga dans ce type d'aliment. Autre que le poisson, ma chère Solène, puisque c'est toi qui poses la question. Et Euh, la... alors, Oui. j'avais juste une autre question de la part de Laetitia et compagnie. Pour ma part, les céréales type flocons d'avoine ou granola entraînent d'importants ballonnements car intestin irritable. Alors que j'adore ça, d'autres idées? Pour le petit déjeuner, alors ben, si c'est un souci avec les flocons d'avoine, est-ce que peut-être un autre type de flocon pourrait correspondre? Ou est-ce que c'est tous les types de céréales? Ou est-ce que ça peut être flocons de petite épeautre? Ou chercher peut-être d'autres formes de flocons, d'autres céréales? Voyez si ça a une incidence sur vous également. En fait, chaque personne est capable de mieux identifier ce qui est bon pour soi. Donc, c'est à vous de faire vos tests et de voir ce qui va être bon et moins bon pour vous.
Après, en termes de petit déjeuner, vous avez d'autres alternatives. Mais en tout cas, si la question c'était par rapport au granola, testez avec d'autres formes de flocons. Puis vous me direz si ça a marché. D'accord. Ok. Tester pour voir si c'est pas les céréales en général qui Si peuvent c'est être céréales mauvaises en pour. général, après, différents types Hmm, de flocons, de différents types de céréales. hmm, Faire le test. d'accord. À voir si ça vient pas du lait. Alors là, c'était avec alors dans le granola, voir si c'est d'autres aliments que vous mettez dans le granola. Essayez Hmm, d'en retirer un aliment à chaque fois pour voir si c'est pas un autre aliment qui crée l'inflammation, parce que ça peut venir de là aussi. Et les flocons d'avoine, si vous les prenez avec du lait, si c'est avec hmm. du lait de vache, essayez avec du lait végétal pour voir si l'inflammation vient du lait de vache ou pas. Faites des tests pour voir d'où vient votre inflammation. Si vous adorez le granola, et les flocons d'avoine, ça serait dommage de vous en priver. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres? Moi, j'ai pas d'autres questions de mon côté. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ok. La sixième clé, ce serait aborder les desserts. Ah, les Euh, desserts. les desserts. Alors, Avec du chocolat, avec plein de chocolat, avec plein de sucre, de la crème. plein de crème par-dessus, tout. Voilà. Donc non, évidemment, c'est pas ce que je Suite. recommande. Je ne l'interdis pas parce que parfois ça peut faire partie d'un craquage. Et les craquages, ça fait partie de la vie sociale. Et si on n'a pas de craquage, je suis bien placée pour le savoir. On n'a pas une vie sociale épanouie. Et en plus, ce n'est pas pérenne. Si on met en place des choses en s'interdisant vraiment des aliments et des craquages, ça ne fonctionnera pas et on ne pourra pas être en rééquilibrage alimentaire, en perte de poids, ça ne sera pas pérenne. Il y aura reprise à un moment donné. Les desserts, ce que je recommande la plupart du temps, c'est toujours dans le mode de on se crée sa petite discipline. C'est idéalement se dire on ne prend pas de dessert tous les midis ou tous les soirs. L'idéal, ça serait de se dire, bon allez, admettons le midi, je m'accorde un dessert, mais je me dis que le soir, je ne prends pas de dessert. Ou inversement. Ou alors on se dit, bon ben voilà, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je ne prends pas de dessert. En revanche, je m'accorde le mercredi parce que ça me fait ma pause dans la semaine et c'est le moment un peu sympa. Et les week-ends, comme ça, je ne me frustre pas en famille, avec des amis. Au moins, je profite et je n'ai pas de frustration. Donc, je m'accorde, je me crée ma petite discipline et mes moments pour manger des desserts. Évidemment, les desserts, quand on en prend, si ça reste ponctuel, par exemple les week-ends, moi j'ai une personne que je suivais qui me disait je suis dingue de flan. Elle voulait manger des flans tous les midis, tout le temps, tout le temps. Donc, je dis bah euh, limite presque tu ne prends plus forcément de plaisir à Ah oui. manger ton flan tous les midis, tous les soirs. Essaye, fais un petit effort et vois si tu te l'accordes que le mercredi et le dimanche midi. Tu verras en fait que tu vas apprécier encore davantage et prendre encore plus de plaisir à manger ton flan. Donc l'idée, le reste du temps, c'est plutôt de manger des fruits. Là, les fruits, vous pouvez en manger un le midi. L'idéal, c'est d'en manger un à deux par jour. Ça serait bien de ne pas dépasser deux fruits par jour parce que c'est quand même bourré de fructose, donc de sucre. Donc le dessert, ça peut être les fruits, ça peut être un fromage blanc 0%, ça peut être un skyr qui va être plus faible en matière grasse et plus riche en protéines, qui là encore va être important pour tout ce qui est calcium pour la protection des os en période de ménopause avec le risque d'ostéoporose. Si vous avez besoin de sucrer, alors soit vous sucrez avec votre fruit, vous prenez un skyr nature ou un fromage blanc 0% et vous mettez des morceaux de fruits dedans. Si vous n'aimez pas les morceaux, ben vous pouvez mixer vous-même plutôt que de prendre un yaourt industriel déjà fait à Qui est la déjà sucré. machine, déjà sucré, avec des conservateurs, avec des additifs, une composition qu'on ne maîtrise pas. Là, encore une fois, c'est comme le jus de fruits. Vous pouvez prendre
un fromage blanc 0% ou un yaourt nature ou un skyr. Et là, vous mélangez avec votre huile. Et là, c'est vous qui composez et vous limitez l'apport en sucre et l'apport en conservateur qui va forcément être moins bon pour vous. Euh, pour le soir, pour vous donner une petite astuce pour vous passer de dessert, c'est de vous créer un rituel de fin de repas. Donc, vous venez de terminer votre plat, vous créez votre rituel avec une infusion qui va vous donner, vous essayez d'en trouver une un peu sympa, aux fruits rouges, ou avec un goût qui vous donne presque l'impression de grignoter après le repas. Et en fait, vous la prenez directement à la fin de votre repas. Donc, ça vous fait votre rituel fin de repas, limite, c'est votre dessert. Et après, si vous allez direct devant une petite série, vous avez votre tisane qui accompagne aussi le côté sympa et le côté doudou de la tablette de chocolat qu'on a envie d'aller grignoter devant sa super série Netflix. Et là, en fait, la tisane, petit à petit, ça va être une habitude à changer et à bouleverser un petit peu, mais cette tisane peut être ancrée dans vos habitudes et avoir ce côté doudou, sans sucre, sans grignotage. Et si vous la prenez aussi en dessert, vous allez l'évacuer, la digérer et l'évacuer avant d'aller vous coucher. C'est sûr que si vous la prenez à 22 ou 23 heures, vous allez vous lever. De toute façon, si vous avez des insomnies, vous vous levez. Donc, autant toutes les chances de votre côté, vous prenez une tisane sans sucre, ça vous évite le grignotage. Vous l'évacuez avant d'aller vous coucher, bien évidemment. Et là, ça vous permet de favoriser si vous prenez une nuit tranquille ou quelque chose comme ça. Ça vous permet d'aller vous coucher vers 23 heures, qui est plutôt l'heure idéale d'ailleurs de coucher. Je glisse ça. Euh, et en fait, c'est pas ça qui va vous réveiller. Donc, Ok. donc ça, c'est pour le pas de dessert, idéalement, ou créer un rituel de dessert et de coucher. La septième clé, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi, c'est d'éviter tous les produits industriels et de favoriser le fait maison. Donc faites vous-même le plus possible les choses. Quand vous choisissez vos légumes, même chose, plus il y a de l'emballage autour des légumes, plus vous vous éloignez du produit originel. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche du produit originel. Toutes les formes de légumes sont bonnes. Si vous ne pouvez pas prendre, si vous les prenez surgelés, prenez-les surgelés, mais pas cuisinés. Idem en bocaux ou en conserve, si vous les prenez, vous les rincez, pas cuisinés, et vous les rincez. Vous enlevez toute forme de sucre ou de sel, ou de choses qui peuvent Oui. être mises Qu'ils dessus. ajoutent dans les bocaux en général. Exactement, et qui peut avoir une incidence, vous, sur la façon dont vous mangez, sur la façon dont vous digérez et sur votre prise de poids. Donc, si c'est pas le légume que vous prenez au marché du producteur, vous pensez bien si c'est conserve ou bocaux, à le rincer pour qu'il soit le meilleur possible pour vous. Euh, c'est bon, j'accélère un petit peu, peut-être. Ouais. La huitième clé, c'est de créer votre petite épicerie. Il y a des choses incontournables que vous devez avoir dans vos placards. En termes d'épices, notamment, vous avez des épices qui sont vraiment bienfaisantes. Le curcuma, le gingembre, ça agit sur le foie, ça agit sur l'estomac. Alors, au niveau des épices, en revanche, évitez celles qui sont trop fortes. Quand on a des bouffées de chaleur, quand on est On va sur pas prendre du piment, je crois. c'est ça. En fait, évitez déjà, on peut prendre facilement. Donc, si vous ajoutez des épices vraiment fortes, ça va encore augmenter les bouffées de chaleur. Donc là, plutôt avec parcimonie, pas trop aller sur ces épices-là, mais plutôt des épices plus douces. Et notamment aussi, alors le poivre, essayez différentes sortes de poivres qui vont donner des saveurs et qui vont vous permettre de découvrir des nouvelles choses.
et qui vont vous donner envie de manger, qui vont donner du goût à des choses qui au départ vous êtes dit oh, oh non, j'ai pas vraiment envie de manger ça. L'idée c'est de donner du goût à ce que vous allez préparer et ça passe par des épices, ça passe par des herbes, ça passe alors même les herbes surgelées, c'est pas grave, ce sont des herbes. L'essentiel c'est que vous favorisiez ce type de produit. Les épices, les herbes, les huiles, ce qu'on Oui. disait tout à l'heure aussi, où vous pouvez avoir notamment des huiles pour les omégas. Là, je vois, il y a une petite question. Gingembre frais ou en poudre? Après, vous pouvez toujours avoir du gingembre moulu dans votre épicerie. Ça sert toujours. Et si vous avez l'occasion d'acheter du gingembre frais, évidemment, pour pouvoir préparer des plats, des wok asiatiques, des choses comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez prendre du gingembre frais, bien évidemment. Mais dans l'idée, c'est d'avoir toujours dans vos placards une petite épicerie d'incontournables. Même quand vous rentrez rapide à la maison le midi ou le soir, hop, vous avez des choses incontournables dans vos placards. Et ça donne du goût, en fait. Comme tu disais, au plat, si on va manger des légumes, parfois on a l'impression que ça n'a pas trop de goût. Donc rajouter de l'huile, Exactement, d'olive, des épices, de la coriandre, du c'est persil, ça, ça. tout de suite, ça relève, quoi. Ouais, ça relève. Alors l'ail aussi, alors quelquefois, pas obligé d'en mettre des tonnes, mais Mm. l'ail, ça a vraiment des effets bénéfiques Aussi. sur l'organisme, sur le foie. Donc, tout ce qui est ail, échalote, oignons, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Si c'est compliqué d'en avoir des frais aussi, vous voyez que ça, vous pouvez avoir des oignons déjà émincés, surgelés, qui ne sont pas du tout préparés, ils sont juste émincés et surgelés. Ça peut vous dépanner pour cuisiner. Ça existe avec les oignons jaunes et les oignons rouges et Rouge. les échalotes, ça existe avec tout. Comme ça vous dépanne déjà vraiment. Et au-delà aussi, on parlait des huiles, mais vous avez aussi les vinaigres. Donc les vinaigres, vous pouvez utiliser principalement le vinaigre de cidre qui va être le plus bénéfique pour votre organisme. Même certaines personnes qui recommandent de boire une cuillère de vinaigre avant chaque repas. Après, Ah, moi, ça c'est honnêtement, j'ai fini. un peu de mal, mais l'idée, c'est de varier encore une fois. Donc, vous avez vinaigre de cidre plutôt, vinaigre de riz et à limiter le vinaigre balsamique. Limiter vraiment le vinaigre balsamique. Du coup, on a parlé des huiles, on parlait des vinaigres. L'idée étant de favoriser plutôt vinaigre de cidre et de limiter les vinaigres type balsamique qui là encore sont riches en sucre. Donc l'idée n'est pas de ne jamais en consommer, mais plutôt de favoriser vinaigre de cidre ou vinaigre de framboise, vinaigre de xérès et de limiter le vinaigre balsamique. Dans votre petite épicerie, encore une fois, si vous pouvez avoir, si vous préparez notamment des pâtisseries ou des crumbles ou des choses comme ça, vous pouvez aussi varier les farines. Donc limitez les farines de blé ou prenez plutôt des farines de blé, des farines complètes. Favorisez plutôt les farines de riz, farine de châtaigne qui en plus change un petit peu. Ou vous pouvez mixer farine de blé complet avec farine de riz. Mais là encore, vous diminuez toute forme de gluten que vous pourriez ingérer et qui pourrait vous créer des inconforts au niveau digestion, transit, ballonnement. Là, tous ces types de farines peuvent vous faciliter en fait diminuer ces inconforts. Il me reste deux petites clés à vous transmettre. C'est la neuvième, c'est de faire les choses en pleine conscience. Tout à l'heure, tout au départ, on évoquait le fait de reprendre la main sur son corps et sur sa conscience, sur ses émotions. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut faire les choses en pleine conscience. Alors quelquefois, on me dit ah mais c'est un petit peu barré de parler de pleine conscience. Alors
Bah, ça peut quelquefois être pris, être perçu comme ça, mais ça aide vraiment à identifier ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas de bien. Et à partir du moment où on a identifié, on est capable de comprendre, on peut trouver les solutions derrière et mettre en place des choses. Donc à chaque fois que vous allez préparer vos menus, que vous allez faire vos courses, que vous allez cuisiner, faites les choses en pleine conscience. Éveillez vos sens. Quand vous cuisinez, vous pouvez sentir, vous pouvez toucher les ingrédients, vous entendez, quelquefois ça crépite dans la poêle ou dans le wok. Après, vous goûtez, enfin, quand tous les sens sont en éveil, là, vous identifiez vraiment ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est super important. Et la dernière petite clé, on en a parlé aussi au tout début, c'est vraiment de favoriser l'activité physique Ouais. ou soit vous avez votre propre sport, pardon, soit vous avez l'habitude où vous démarrez, vous faites de la marche, du vélo, de la nage. Vous pouvez faire aussi du yoga ou du pilate pour renforcer vos muscles profonds. Tout ça, c'est super important d'associer ça à une alimentation équilibrée, notamment en période de préménopause et de ménopause. Ça va diminuer vos risques de prise de poids. Ça va être bon aussi pour vos ligaments, pour vos os, pour vos muscles. C'est super important pour rester en forme d'avoir une activité physique au moins. Alors soit régulière si c'est de la marche, vous rendre au travail ou sortir le chien ou marcher tous les jours ou faire du vélo tous les jours ou avoir votre sport dédié ou vous y mettre. Même pour votre cœur, avoir un bon cardio, c'est super important. Comme en plus en période de ménopause, on a des risques d'augmentation de problèmes cardiaques, c'est important de faire travailler votre cœur, c'est un muscle, donc vraiment le cardio, c'est super important. Je pense que là, j'ai fait le tour à peu près Ouais. de, toutes, de toutes ces clés qui pourraient éventuellement vous aider. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres petites choses ou des questions à me poser. Non, mais je pense que ça me paraît assez clair, c'est-à-dire que il faut clairement préparer, donc avec tous les conseils que tu as donnés en termes d'alimentation, faire attention au sucre, au sel, alcool, euh, donc vraiment réduire tout ça et cuisiner le plus possible, manger le plus sainement, sans voilà sans vouloir si on a eu un dérapage, donc ça fait partie de la vie aussi, donc Ça doit faire voilà. partie de la vie. Oui, c'est Ça ça. doit faire partie de la vie, vraiment. Mm. Donc ne pas se sentir frustré. Après, même si on a envie d'un dessert sucré, moi je dis souvent, moi j'aime bien privilégier aller acheter un bon dessert sucré, c'est-à-dire Mhm. chez un Oui, pâtissier, ça coûte plus cher, mais c'est tellement, on sent que les ingrédients, hein, c'est pas du colorant, qu'on a vraiment des ingrédients qui sont naturels et ça fait du bien. Euh, de temps en temps d'en s'offrir une. Voilà, moi on a mangé une bonne pâtisserie plutôt que celle de la boulangerie du coin qui parfois est un peu congelée, quoi. oui. Et c'est là que la pleine conscience aussi intervient. Et quand on mange notre dessert sucré, on se dit, c'est bon, on mange notre dessert sucré avec toute la conscience possible. Exactement, En c'est fait, ça. on ne culpabilise pas. Si on s'est formaté, si on s'est préparé au départ en disant, bon, bah, c'est bon, moi j'ai envie de manger ma pâtisserie, je vais aller me l'acheter, je vais la manger. En fait, tout est enregistré et si ça reste juste ponctuel et ça reste un écart, l'organisme, il va le digérer, il va pas le stocker et il va pas y avoir de prise de poids. Donc à partir du moment où on fait les choses en pleine conscience et on assume clairement Oui. son écart en réajustant derrière, il n'y a pas de stockage et il n'y a pas de prise de poids. Donc ça c'est bon à savoir. Mm. Donc en pleine conscience, sans en Exact, abuser. Voilà. exactement. Tout à fait. La règle du un petit peu mais pas trop. Tu y penseras à chaque Ouais. fois, ça marche dans toutes les règles de la maison. Un petit peu mais pas trop. Un petit peu mais pas trop. Voilà. Voilà. Activité physique, méditer, même si c'est un petit peu mais pas trop parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais il faut quand même Exactement. le faire, il faut prendre soin de soi. Et Oui, effectivement, donc tout ça, donc tu me confirmes bien que ça va aider justement à moins prendre de poids quand on arrive en période de ménopause oui. et en tout cas à la vivre beaucoup plus sereinement. À réduire les inconforts, voire à en supprimer certains.
D'accord, ok. Mm. On voit l'importance en tout cas de faire tout ça si on ne veut pas être dans les inconforts. Donc, Mais tout à part de la démarrer. personne. C'est à chacune de décider de Mhm. faire quelque chose, d'accepter et de décider de mettre des choses en place pour aller mieux. Mhm. Oui, on ne peut pas la forcer, hein. Non, Ça c'est sûr. D'accord, bah merci beaucoup Séverine. Juste avant de merci à terminer, donc toi. toi, tu peux nous préciser, justement, toi, tu accompagnes les femmes, ce que tu disais, donc justement, sur cette période-là, Oui, sur une alimentation, on va dire, sur mesure, puisque tu fais du coaching individuel. c'est ça, exactement. Donc, moi, j'accompagne en général, alors tout le monde, principalement les femmes, et encore plus principalement les femmes en période de préménopause et de ménopause. Je les accompagne à peu près pendant un mois. On fait un bilan nutritionnel. Ensuite, on se voit toutes les semaines Mhm. pour faire le point et pour faire le point notamment sur ce qu'elles ont réussi à réaliser, puisque au terme du bilan nutritionnel, je leur donne aussi 4 semaines de menu matin, midi, collation et soir avec la version numérique de mon livre et avec un carnet de recettes que j'ai adapté à la saison et à la personne en fonction de ses allergies éventuelles ou de ses goûts, si une personne n'aime pas tel ou tel produit. C'est vraiment du sur-mesure pour notamment lutter contre les inconforts dus à la ménopause. Donc ensemble, on est beaucoup plus fortes, donc on arrive à trouver les aliments qu'il faut et la motivation, accompagner, motiver et retrouver une énergie. Souvent, dès la première semaine, il y a une sensation d'allègement et d'énergie retrouvée. Et le premier point, c'est de retrouver ce mieux-être, ce bien-être, Oui. et ensuite perdre du poids, bien évidemment, mais déjà, la première clé, c'est retrouver l'objectif, c'est de retrouver le bien-être. Se ressentir bien Exactement. en Pour être soi. capable de faire encore plein de choses, parce qu'on n'est Mais oui, certainement pas vieille et on est non, encore capable de faire tellement, tellement, tellement que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le non. coup de mettre des choses en place. D'accord. Donc prenez soin de vous, Prenez soin de vous. occupez-vous de vous. Oui, Voilà. Et merci beaucoup, donc Séverine, pour ce premier merci. webinaire. Donc, merci pour tous tes conseils que tu viens de partager avec nous. C'est super intéressant et il n'y a plus qu'à les mettre en place, hein. Même si on les a déjà mis en place, il y a encore des choses à faire, Exactement. à améliorer. On peut toujours s'améliorer et encore une fois, sans se mettre de pression. Et puis, n'hésitez pas si justement vous souhaitez vous faire accompagner, parce que parfois on a un peu de mal à le faire seul. Bah, Séverine est là. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Voilà. Merci Envoyez-moi un petit beaucoup. message quand vous voulez. Merci beaucoup, Fatima. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée.